Et l'attaque de la rationalité, elle se fait à travers la langue. Et c'est aussi là que m'ont aidé énormément Mmh. mes études de lettres classiques, parce que il y a des règles, il y a des lois dans la langue, dans la logique, par exemple, quelque chose que tout le monde peut comprendre. Je ne peux pas affirmer une chose et son contraire à la fois. Mmh. Quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas dire le noir est noir et le noir est blanc. Il y a quelque chose où ça ne peut pas fonctionner. Or, nous sommes manipulés à toutes ces contradictions permanentes qui sont infusées, ce qu'on appelle des injonctions paradoxales. Et j'ai essayé de décrypter comment ça s'était passé, par exemple, pendant le Covid et comment ça se passe dans différentes idéologies. Et puisqu'on va parler des enfants, Oui. exactement ce qui se passe, en fait. Et ce qu'on appelle des sophismes, c'est-à-dire, là encore, je reviens à la Grèce antique, hein, ce qui n'est pas rationnel, la possibilité de pouvoir prouver à la fois que le juste est juste et que le juste est injuste, ça Mmh. s'appelle un sophisme. D'abord, le premier point, effectivement, c'est de se procurer notre livre. Pourquoi? Mmh. Parce que nous y expliquons très clairement pour le grand public, de manière, je crois, exhaustive, quel est le développement psychique de l'enfant, quelles sont les étapes qu'il traverse. Et c'est important de connaître ça parce que souvent, l'adulte projette quelque chose parce qu'il a oublié sa propre enfance ou il ne s'en souvient plus très exactement. Et donc, il n'a plus la maîtrise des âges, hein, des besoins à chaque âge. On ne peut pas demander à un enfant de 2 ans de conduire une voiture, hein, ni de faire à manger. Oui, mais bon, il y a des étapes et il y a des prérequis. Et donc, nous, on donne vraiment à la fois cette connaissance et on dit, attention, il faut faire très attention parce que aussi, comme le dit Régis Bruno régulièrement, et je valide ce qu'il dit, hein, c'est-à-dire qu'on se focalise sur soi-disant la prévention des abus sexuels, ce qui est n'importe quoi, la manière dont c'est fait, Ouais. mais il y a bien d'autres risques pour les enfants, hein. Il y a des risques des accidents domestiques, il y a bien d'autres risques qu'il faut examiner. Et puisque l'enfant fonctionne beaucoup, en tout cas dans la première enfance, par la pensée magique, Mmh. ensuite on a ce qu'on appelle la période de latence où il ne faut surtout, surtout rien amener de la sphère pulsionnelle parce que c'est une sphère, un âge, entre on va dire 6-7 et le début d'adolescence, où il faut au contraire renforcer ce qu'on appelle les processus secondaires, raison pour laquelle euh, les enseignants, donc milieu que je connais très bien, depuis la nuit des temps, en école élémentaire, enseignent la grammaire, toutes les fonctions rationnelles en fait, hein, de l'esprit, de manière à donner des remparts pour que lorsque la pulsion, effectivement hormonale, sexuelle, arrive à l'adolescence, eh bien, l'enfant ait acquis de la maîtrise. Je dirais qu'il y a une attaque, c'est une double attaque. C'est comme l'attaque de la langue. Il y a une attaque qui vise à introduire, bien sûr, des idéologies et endoctriner les enfants dans ces idéologies, euh, diverses et variées, hein, il n'y a pas que celle-là. Mais en même temps, il faut détruire. Pour pouvoir endoctriner, il faut détruire aussi. Et qu'est-ce qu'il faut détruire? L'apprentissage de la langue, l'apprentissage de la grammaire, l'apprentissage des raisonnements logiques, l'apprentissage de tout ce qui va être évidemment cette rationalité qui permet de détecter qu'il s'agit d'une idéologie. Mmh. Donc une fois qu'on est pris dans une seule bulle, un seul discours, un monologue euh, dogmatique, eh bien on est simplement apte à être un perroquet de ce Ouais. monologue. Alors cette corruption de la langue, elle est très centrale et en même temps compliquée, parce que précisément si nous n'avons pas les bases pour comprendre comment ça fonctionne, c'est-à-dire que ça fonctionne d'abord par une déconstruction sémantique et grammaticale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va détruire le vocabulaire existant, hein. On parlait de l'âme tout à l'heure, âme, métaphysique, ouais, c'est des mots que plus personne n'emploie, par exemple, Mmh. hein. Donc c'est une déconstruction, une mise au banc de certains mots qui sont jugés indésirables. Et de la même manière sur la structure de la langue, c'est-à-dire qu'on va déconstruire, et alors là, on a des bons exemples hein, en grammaire maintenant, comment se fait l'accord de l'adjectif attribut, ben, on ne sait plus, hein. Donc il y a une déconstruction de la grammaire. On le voit aussi, cette déconstruction, par Ouais. exemple en France, la destruction du passé simple. Donc là encore, on va mettre de côté des apprentissages qui nous coupent des œuvres d'esprit de nos prédécesseurs qui étaient des lectures pour nous, hein. C'était quand même important. Donc, on n'arrête plus à les lire, tout simplement, si on n'a pas ces prérequis. Et ensuite, on a une reconstruction Mmh. délirante de la langue. Et là, c'est une infiltration par cheval de Troie. Donc, j'expliquais ces mécanismes que j'ai analysés, c'est-à-dire les slogans, le vocabulaire technique. Alors, on a eu le vocabulaire technique, j'avais relevé pendant le Covid une soixantaine de mots qui ne font pas partie du vocabulaire courant, que nous ne maîtrisons pas, voilà, qui sont une mécanicisation aussi du vivant.
Comme comme par disait... exemple? Oh, ben, qu'est-ce qu'on avait dans le... déjà, on a eu des termes paradoxaux comme le malade asymptomatique, c'était quelque chose... Ouais, Mais, voyez, test PCR, toute cette sémiologie, en fait, hein, ouais, ça pénètre le cerveau. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est une pénétration intentionnelle euh, de notre langue qui vise à modifier les représentations. Parce qu'une fois que vous avez modifié les représentations, eh bien, vous modifiez les actions des gens, tout simplement. Et introduire, par exemple, les slogans. Les slogans, on sait que ça paralyse complètement la pensée. Donc, on en a eu plein, hein. Je reste chez moi, je sauve des vies, un exemple de slogan avec le jeu en plus, hein, donc ouais, personnalisé. Voilà, mais on en a tout le temps. On en a dans la propagande de guerre. Et donc, moi, j'essaye d'offrir les outils ouais, pour analyser. Une fois, ce que je dis, c'est que ce sont des manières de coloniser la langue. Une fois qu'on a adopté cette colonisation, eh bien, on est colonisé, on n'a plus ouais, l'esprit critique. Par exemple, si on appelle un résistant un terroriste, mhm, eh bien, on va le traiter comme un terroriste et non pas comme un résistant, c'est évident. Et puis, il y a les vérités générales. Les vérités générales sont les lois, hein, les lois ouais, de la physique, les lois je sais pas, de la décomposition organique, c'est quelque chose qui est, qu'on soit d'accord ou pas, c'est là. Et donc, le totalitarisme, il vise à attaquer tout cet accès à la vérité. Et il faut savoir que chez l'enfant, ce n'est pas acquis. mhm, C'est-à-dire que l'acquisition de la vérité, c'est-à-dire il existe une vérité sur laquelle je n'ai pas de prise, si ce n'est la chercher, enquêter sur cette vérité, mais elle est supérieure à moi. Eh bien, ça se construit au fur et à mesure du développement psychique de l'enfant. Ce n'est absolument pas là dès le départ. ouais, Et ça suppose donc des étapes du développement psychique. J'ai construit une échelle du développement psychique que j'ai expliquée dans Psychopathologie du totalitarisme et que je réexplique dans Le sexe n'est pas un enfant, que les gens comprennent bien. On parle de l'enfant en général, mais l'enfant, c'est une grande catégorie pour décrire plein d'âges différents, mhm, avec des apprentissages différents. Donc la première chose, c'est que la prime enfance, elle est construite sur un monde qu'on appelle la pensée magique, c'est-à-dire je vis ma pensée comme toute puissante, hein, mhm, qu'on voit d'ailleurs chez les adultes totalement régressés, parce qu'ils pensent très très fort qu'ils vont gagner le loto, ils vont gagner le loto, hein. C'est de la pensée magique. Euh, eh bien, c'est une première étape très importante chez l'enfant et il a besoin de construire toute une pensée imaginaire. À partir du moment où on construit, on injecte ce langage paradoxal, on injecte une langue du dogme et du totalitarisme, on l'empêche de ouais, créer sa pensée imaginaire. Ils ont besoin de rester dans un monde imaginaire qui les protège, ouais, qui les protège. Ils ont besoin de développer cet imaginaire. Je donne déjà des pistes aussi pour les parents, hein, parce que c'est très important de développer l'imaginaire. Et nous savons que les écrans cassent le développement de l'imaginaire. Donc c'est très important et c'est ce qui va créer la sécurité intérieure de l'enfant. Et il faut bannir les écrans du, du monde de l'enfance parce que l'écran, c'est un temps passif qui empêche le développement du cerveau. Voilà. Encore une fois, il faut réussir à utiliser ces outils de manière intelligente, hein, parce que, c'est-à-dire comment on peut renverser dialectiquement ces outils, que nous ne les subissions pas, mais qu'ils soient au contraire des possibilités d'ouverture. Donc, voilà. Alors souvent, par exemple, je me demande dans mon propre rapport à l'écran, est-ce que ce que je fais, je le ferais aussi dans la vraie vie? Par exemple, cela me permet de me réunir avec des gens qui sont à 10 000 kilomètres et cette réunion, bah, dans la vraie vie, je l'aurais eue? Ou est-ce que le temps que je suis en train de passer sur les écrans, par exemple, c'est un temps de choses que je n'aurais pas fait dans la vraie vie? Donc qu'est-ce que c'est en train de me confisquer de ma vie? Ça, c'est une des choses, des questions que je trouve intéressantes à se poser. Ensuite, il y a la construction de cette sécurité intérieure par l'imaginaire. Il faut baigner les enfants dans la langue, mais dans une langue qui est leur raconter des histoires, prendre le temps avec eux, raconter des histoires qui nourrissent l'imaginaire. J'ai une collègue, Marie-Christine Grison, qui est spécialiste dans les traumas infantiles et elle a créé vraiment une méthode de reconstruction du, du tissu psychique par l'histoire, par l'accès à l'imaginaire. Donc c'est très très important. Donc leur lire des histoires, les baigner dans la langue et dans une langue qui leur donnera le vocabulaire qui leur permettra de se défendre. Parce que si on n'a pas les mots pour s'exprimer, pour exprimer ce qu'on vit, on est les premiers endoctrinables venus, hein.
Donc il faut leur lire, des histoires, mais moi j'ai tendance à dire, on sait que les livres pour enfants sont réécrits, essayez de vous procurer des vieilles éditions. Les vieilles éditions du Club des 5, ça n'a rien à voir avec les nouvelles éditions. Surtout qu'on est dans la suppression du passé simple, et de tas de choses soi-disant complexes, mais ce qu'on est en train de faire, au-delà de simplifier l'accès à la pensée, on est en train de couper les enfants de nos racines. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus avoir une filiation intellectuelle, littéraire, spirituelle. Par exemple, en France, si on ne manie plus le passé simple, ça va être compliqué de lire Victor Hugo. Et donc, comment on va faire? Ça va être même compliqué de lire Alexandre Dumas. Hem, donc comment on va faire? Et c'est là qu'il faut vraiment regarder ça dans une perspective plus longue et se dire que cette lecture des classiques, elle n'est pas anodine parce que le classique, d'abord, remet l'enfant dans une identité collective. Ce qui a duré est aussi ce qui a été sélectionné, hein, par l'esprit humain. Alors bien sûr qu'il sort nous des chefs-d'œuvre qui n'ont pas, qui ont été perdus. Mais ce qui est en définitive sélectionné, ce n'est pas pour rien. Hein, je dis tout le temps, si Homère a survécu depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose dans ses œuvres que sont l'Iliade et l'Odyssée, qui font partie de la grandeur humaine. Et donc lire, c'est aussi ouvrir un horizon qui est autre que l'horizon de la consommation. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous réduire à être de purs consommateurs. Et les enfants sont particulièrement exposés, et nous l'avons vu d'ailleurs dans le séminaire manipulation, hein, parce qu'ils sont utilisés pour manipuler eux-mêmes leurs parents, par les espaces publicitaires, par le marketing, etc. Donc on vient les séduire et ça fait partie aussi, hein, du règne, pédophile au sens large. On vient les séduire au lieu de les éduquer, de les instruire et tout ça, est extrêmement, grave. Donc, la lecture aussi permet d'apprendre, de prendre de la distance, hein, prendre de la distance, prendre le temps et le temps de réfléchir et aussi lorsqu'on lit un livre. Alors je sais qu'il y a les liseuses et cetera, mais le livre matériel, c'est encore une autre démarche. Notre tâche, c'est une tâche de transmission. Moi, je suis très éprouvée par l'idée qu'il y a des œuvres, encore mon passé, et mon présent, hein, Ouais, de lettres classiques. Et il y a des œuvres qui nous sont transmises depuis presque 3000 ans, qu'aujourd'hui on est en train de jeter à la poubelle parce qu'on n'a plus les accès en fait. ouais. Donc il faut redonner cette transmission, c'est-à-dire donner aussi des modèles, des exemples, Ouais. hein. Donc il y a des exemples de vertus qui nourrissent un imaginaire, qui Mmh. nourrissent un idéal, hein. Et je crois que, bah, parce qu'on est sur votre chaîne, mais toutes les paraboles bibliques sont extrêmement importantes. Ouais, Ça nourrit quelque chose. Je veux dire, quand l'enfant il découvre l'histoire de David et Goliath, c'est quelque chose qui le nourrit. ouais. C'est extraordinaire. Ça, ça porte son imaginaire. On peut dire la même chose aussi, hein. Euh, d'autres d'autres mythes et contes. Or aujourd'hui, je l'ai déjà exprimé ailleurs, mais on voit que tout ce qui est proposé aux enfants en majorité, ce sont des histoires qui collent à leur vie quotidienne, hein. Mmh. Euh, Petit loup est allé au marché, il a fait ceci et cela, c'est-à-dire que ça ne développe pas du tout l'imaginaire. L'imaginaire, il faut le développer chez l'enfant, il faut Ouais. construire cette liberté intérieure qui le soutiendra plus tard. Donc, il y a un renfort de ce que j'appelle, ce que j'ai conceptualisé comme les remparts psychiques Ouais. qui nous incombe, nous adultes, et nous devons fortifier ces remparts psychiques chez les enfants pour leur donner des outils, pour se défendre face au monde de demain dans lequel ils seront immergés fatalement. Et, il y a sans doute des chemins de traverse pour créer des antidotes, en fait, des anticorps psychiques, si je peux me Ouais. permettre Ouais. de m'exprimer ainsi, pour redonner des assises et des racines Tout à fait. à nos enfants. Tous les travaux qui ont eu lieu avant moi, je cite souvent une auteure remarquable qui s'appelle Liliane Lursa, qui a écrit un livre, La destruction de l'enseignement, et elle parle, hein, de cette immersion des écrans dans la vie de tous les jours. Mais encore une fois, on peut citer Orwell, le télécran. Le télécran, c'est ce qui nous euh, est omniprésent dans nos vies pour nous Mmh. empêcher de vivre nos vies et nous empêcher d'avoir des relations. Alors c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'en même temps, on est en train de se communiquer à travers l'écran. Mais mais il y a quelque chose à réfléchir du point de vue qu'on ne réfléchit pas parce qu'on ne prend jamais le temps de le faire et que nous sommes toujours pris dans des précipitations, des injonctions d'aller très Ouais. vite. Mais
quelle est l'utilisation pertinente? Alors, pour notre psychisme, c'est très compliqué Mm. de faire la part des choses entre les images que je vois et le réel. Ouais, Alors, même pour les films, hein. Donc un enfant, s'il voit un film avec plein de sang, on a beau lui expliquer qu'il y a de la sauce tomate, ça crée du trauma, hein. Vous ouais, voyez, ouais, c'est ça. ouais, C'est cette. euh, Nous sommes très très vulnérables du point de vue de la vision. Ne renoncez pas à la protection de vos enfants par l'amour, avec l'amour de vos enfants. Voilà. Qu'on n'a pas le droit d'abandonner les enfants, combat perdu ou pas, en fait, on n'a pas le droit. ouais. Donc c'est une responsabilité. Moi, je raisonne comme ça. Je Ah, me pose pas la question s'il est perdu ou pas. Non, je ne vais pas aller dans un combat parce qu'il est gagné ou il est perdu. Je vais dans un combat parce que j'ai la conviction morale ouais. qu'il faut aller dans ce combat-là.